Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se la joue détective du passé. On va explorer des mystères franchement anciens. L'archéologie, c'est un domaine fascinant, vous savez. Ça nous aide à reconstituer comment les gens vivaient il y a Mathusalem. Mais, et si certaines vieilles explications avaient besoin d'un petit coup de pied aux fesses? On plonge dans le monde des constructions mégalithiques. Pensez à ces pierres énormes, ces murs cyclopéens incroyables. Mais comment diable les anciens bâtisseurs ont-ils réussi de tels exploits? Ensemble, explorons des pistes fascinantes et peut-être surprenantes. Alors, regardons un schéma très curieux. Beaucoup de ces sites mégalithiques incroyables partagent un point commun. On les trouve souvent près de quelque chose de bien spécifique. Quoi donc, me direz-vous? Des failles sismiques? Oui, ces fissures dans la croûte terrestre. Des lieux célèbres comme Stonehenge ou des sites incroyables au Pérou. Ils sont souvent étonnamment proches de ces zones géologiquement actives. Simple coïncidence? Ou y aurait-il un lien bien plus profond? Ce lien géographique est pour le moins intriguant, non? Ça donne vraiment à réfléchir. Pensez-y un instant. Pourquoi diable construirait-on près d'une zone sismique? À première vue, ça paraît incroyablement risqué, n'est-ce pas? Sauf si, bien sûr, ces peuples anciens savaient de quelque chose qui nous a échappé. Ou peut-être avaient-ils appris à utiliser ces failles à leur avantage? Ces formations géologiques dynamiques auraient-elles pu être une source pour eux? Une source de matériaux uniques, ou même une forme d'énergie? La proximité des sites avec les failles est trop fréquente pour être simplement ignorée. Ça mérite vraiment un examen plus attentif et, qui sait, de toute nouvelle théorie. Gap 2S. Donc, l'archéologie nous donne des indices essentiels sur le passé. Mais, l'emplacement spécifique de ces structures massives et anciennes suggère plus encore. Ça suggère une compréhension profonde et pratique de la géologie. Ces premiers bâtisseurs ne se contentaient pas d'empiler des cailloux au pif, ils interagissaient avec leur environnement de manière vraiment complexe. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer de décoder leur méthode. Il faut sortir des sentiers battus des explications archéologiques conventionnelles. Et si la Terre elle-même, avec ses profondeurs ardentes, leur avait fourni la clé de leur construction? Explorons cette idée passionnante un peu plus loin. Imaginez la puissance incroyable, immense, cachée sous la surface de la Terre. On parle du magma bien sûr, de la roche en fusion, surchauffée et sous une pression énorme. Et si les anciens bâtisseurs avaient, d'une manière ou d'une autre, appris à maîtriser cette force puissante, auraient-ils pu utiliser ce matériau géothermique naturel dans leur construction? Voyez ça comme une sorte de version naturelle et préhistorique du béton. Peut-être ont-ils trouvé des moyens ingénieux de le canaliser, ou d'y accéder en toute sécurité, ou peut-être utilisaient-ils des roches considérablement ramollies par la chaleur géothermique. C'est une idée audacieuse, je sais, mais explorons-la. Comment un tel processus aurait-il pu fonctionner en pratique? Eh bien, les failles sismiques sont connues pour être des points faibles de la croûte terrestre. Le magma peut remonter, et remonte, effectivement, par ces fissures vers la surface. Alternativement, une chaleur intense venue d'en bas pourrait considérablement altérer les roches locales. Cette chaleur pourrait les rendre plus tendres, plus malléables, plus faciles à travailler. Peut-être que les anciens ont observé ce phénomène et découvert son potentiel. Ils auraient alors pu mélanger cette roche chauffée et ramollie avec d'autres matériaux locaux. Cela créerait une sorte de géopolymère, un composé de construction unique, une substance qu'ils pourraient alors façonner ou même couler, un peu comme notre béton actuel. Maintenant, faisons une petite comparaison. Le béton moderne est certes solide, on construit des gratte-ciel avec. Mais beaucoup de murs cyclopéens anciens sont incroyablement, étonnamment résistants. Regardez les sites antiques en Grèce, ou ceux du Pérou par exemple. Leurs blocs massifs, aux formes irrégulières, s'emboîtent avec une précision à couper le souffle. Et ces structures ont résisté avec succès à de puissants séismes pendant des siècles. Parfois même pendant des millénaires. Les structures en béton moderne, en revanche, se fissurent souvent, voire s'effondrent, sous un stress sismique similaire. Pourquoi une telle différence notable dans leur durabilité à long terme? Le secret de leur endurance pourrait résider dans le matériau lui-même, et aussi, très important, dans la méthode de construction qu'ils employaient. Ces murs anciens n'ont souvent pas de mortier pour lier les pierres. Pourtant, les pierres individuelles s'imbriquent avec une précision vraiment étonnante, sans le moindre interstice. Si elles étaient effectivement faites d'un matériau moulable qui durcissait ensuite, cela prend tout son sens. Le matériau pourrait se tasser et durcir dans un coffrage. Cela créerait une structure monolithique,
mais peut être légèrement flexible. Cette flexibilité inhérente pourrait être un facteur clé de leur résistance sismique. Contrairement au béton moderne rigide, il pourrait absorber et dissiper les secousses plus efficacement. Alors, si ces anciens bâtisseurs utilisaient une sorte de géomatériau moulable, comment construisaient-ils ? Ils n'auraient peut-être pas eu besoin d'extraire et de soulever chacune de ces pierres géantes. Au lieu de ça, ils auraient pu les mouler directement sur place. Imaginez-les créant de grands coffrages, ou moules, pour façonner les murs. Ces moules auraient pu être en bois, ou même en terre bien tassée. Ils auraient ensuite versé leur mélange spécial de géobéton dans ces formes préparées. Puis, ils l'auraient simplement laissé durcir sur place, créant la structure. Cette méthode pourrait facilement expliquer l'ajustement parfait, souvent organique, entre les pierres. Et elle pourrait aussi expliquer les formes parfois inhabituelles, courbes, que l'on observe dans les murs anciens. Cette idée, bien sûr, défie directement de nombreuses théories archéologiques actuelles. On nous raconte souvent des histoires de main-d'œuvre colossales, éreintantes, des récits d'ouvriers taillant, traînant et soulevant péniblement des pierres colossales. Ces prouesses d'ingénierie, si réalisées ainsi, sont sans aucun doute impressionnantes. Mais sont-elles la seule explication possible à ces merveilles mégalithiques ? Peut-être que l'accent historique mis sur l'extraction en carrière a, sans le vouloir, limité notre perspective. Si de nouvelles preuves suggèrent des techniques de moulage, nous devons sérieusement les considérer. La science, après tout, progresse en remettant en question les dogmes existants et en testant de nouvelles hypothèses. Même en archéologie, accueillir de nouvelles idées est absolument vital pour la découverte. Prenons un exemple spécifique, ahurissant, le Sérapéum de Saqqara, en Égypte. Ce site souterrain abrite une série de caissons en granit véritablement énormes. Chacun de ces conteneurs colossaux pèse de très nombreuses tonnes. Les couvercles à eux seuls sont incroyablement massifs et parfaitement ajustés. La précision de leur construction est tout simplement stupéfiante, presque incroyable. Gap 2SR. Certains chercheurs suggèrent maintenant qu'ils n'ont pas été taillés dans des blocs de granit monolithique extraits de carrières. Mais peut-être ont-ils été moulés à partir d'un type de granit reconstitué ou liquéfié. Un granit qui aurait été traité d'une manière ou d'une autre pour devenir semi-liquide ou pâteux. Cela expliquerait plus facilement les surfaces lisses et impeccables et les angles droits parfaits. Pensez un instant au concept de manipuler du granit semi-liquide. Ça sonne presque comme de la science-fiction, mais l'alchimie et la science des matériaux anciennes étaient peut-être bien plus avancées qu'on ne le pense généralement. S'ils possédaient effectivement une méthode pour liquéfier ou ramollir considérablement le granit, alors le moulage devient plausible. Les caissons du Sérapéum présentent des caractéristiques extrêmement difficiles à obtenir avec de simples outils de taille. Surtout en travaillant un matériau aussi incroyablement dur que le granit. L'hypothèse du moulage offre une explication alternative convaincante pour ces artefacts incroyables. C'est une théorie qui mérite certainement une enquête scientifique sérieuse et impartiale. Bien sûr, il y a des objections valables à cette hypothèse du moulage. On trouve des preuves claires d'anciennes carrières dans de nombreuses régions du monde. On voit aussi des marques d'outils distinctes sur certaines pierres anciennes. Cela démontre clairement que les techniques d'extraction et de taille étaient bel et bien utilisées. Et c'est absolument vrai, personne ne le nie. L'hypothèse du moulage ne cherche pas à remplacer entièrement ces faits. Elle suggère plutôt que de multiples techniques avancées auraient pu coexister. Peut-être que l'extraction traditionnelle était utilisée pour certains éléments spécifiques ou types de pierres, et que des techniques de moulage innovantes étaient employées pour d'autres, surtout les structures vraiment massives ou complexes, ou qu'elles étaient utilisées dans des régions spécifiques possédant les bonnes conditions géologiques pour les géopolymères. Ce n'est probablement pas une situation de tout ou rien quand on regarde la construction antique. Les anciens bâtisseurs étaient sans aucun doute des gens ingénieux, intelligents et très pragmatiques. Ils utilisaient probablement les méthodes les meilleures et les plus efficaces à leur disposition pour chaque tâche. Si une particularité géologique locale, comme une faille, offrait un accès à de la roche liquide, pourquoi ne l'auraient-ils pas utilisé ? Si un type de pierre particulier était plus facile à extraire et à façonner, ils l'extrayaient. La clé est d'éviter les généralisations hâtives à partir d'un seul site ou d'un seul type de preuve. Nous devons considérer l'image complète et diverse des technologies anciennes. C'était probablement une boîte à outils diversifiée pour un éventail de défis diversifiés. Le monde fascinant de l'archéologie est en constante évolution, toujours en mouvement.
De nouvelles découvertes sont faites en permanence, partout dans le monde. Les nouvelles technologies scientifiques nous permettent d'analyser les sites anciens avec plus de détails que jamais. Nous devrions donc toujours rester ouverts aux nouvelles interprétations et aux idées neuves, même si ces nouvelles idées défient des croyances bien ancrées ou des théories établies. Le mystère profond des bâtisseurs de mégalithes est encore loin d'être complètement résolu. Il y a tant de questions sans réponse, tant de puzzles à assembler. Garder un esprit ouvert et curieux est absolument crucial pour progresser. Nous devons être prêts à suivre l'épreuve, où qu'elle nous mène. Gap 2AS. Alors, certains mégalithes anciens ont-ils été coulés et non péniblement taillés dans une roche récalcitrante? Peut-être que certains l'ont vraiment été. C'est une possibilité alléchante. L'idée de cultures anciennes, utilisant des géomatériaux sophistiqués, comme un béton dérivé du magma, est excitante. Elle pourrait potentiellement expliquer tant de choses sur ces structures énigmatiques. Leur taille énorme, leur précision incroyable, leur remarquable résistance sismique. C'est une théorie qui relie élégamment la géologie, l'ingéniosité humaine et les mystères anciens. Des recherches plus approfondies sont absolument nécessaires, bien sûr, avec des tests rigoureux. Mais en osant demander « et si ?», nous ouvrons de nouvelles portes à la compréhension des réalisations incroyables de nos ancêtres. Le passé, semble-t-il, a encore de nombreux secrets étonnants à nous révéler.